Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est le maire de ce journal, Khalifa Bassar, devant le Premier ministre pour trouver une issue heureuse aux problèmes qui les opposent. Nous serons en ligne en début d'édition avec notre reporter pour suivre l'évolution de la situation. Un autre différend qui oppose le maire de Sacré-Cœur à l'association des riverains du quartier autour d'un terrain. Le sous-préfet des Almadies prend fait et cause pour les administrés. Abdoul Wahaba récuse les accusations de Barthélémy Diaz. Vous l'entendrez en exclusivité dans ce journal. Souleymane Ndéné Ndiaye va voter non au prochain référendum pour la révision constitutionnelle. L'Union nationale pour le peuple et pour le respect de la Constitution et le maintien du mandat de 7 ans. L'association Cœur Solidaire pour une meilleure prise en charge des malades du cœur. Dans ce journal, nous sommes allés à la rencontre de 2 jeunes filles qui souffrent de problèmes cardiaques. Les études pour elles sont pratiquement devenues secondaires. Ils avaient pratiquement tous le cœur à la fête Mardi Gras. N'en finit plus de séduire les enfants qui se sont tous déguisés, soit en super-héros ou en costume traditionnel. Ils sont à l'honneur dans cette édition. Dans quelques instants, le développement. Dissa Préra, bonsoir. Allô, Dissa Préra. Dissa Préra qui est à la primature où Khalifa Sall et Djenfar Bassa rencontrent le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. C'est pour essayer de trouver une solution aux différends qui les opposent avec ce problème de réaménagement de la place de l'Indépendance. Le ministre du Renouveau urbain et le maire de Dakar qui ne s'entendent pas. Dissa Préra qui est en ligne en direct de la primature. On va patienter pour voir s'il est en ligne. Dissa Préra, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Tidiane Diao. Alors, Dissa Préra, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre tripartite Khalifa Sall, Djenfar Bassar et Mohamed Boun Abdallah Dionne? Voilà, comme vous l'avez dit, Cheikh Tidiane, la rencontre tripartite vient de se terminer. Ce qu'on peut retenir, c'est que la poire a été coupée en 2. Khalifa Sall va poursuivre son projet au niveau de la place de l'Indépendance, mais également Djenfar Bassar va également continuer ses aménagements de la place de la Nation au niveau de cette même place de l'Indépendance. Une déclaration de Sall qui était aussi présent lors de cette rencontre, le président de l'Association des maires du Sénégal qui en a fait la déclaration. Il a dit que le gouvernement essaie de concilier les 2 parties, de faire en sorte qu'ils travaillent ensemble. Ce qu'on peut retenir, c'est que la réunion vient de se terminer. Khalifa Sall, lui, va continuer ses travaux, son projet, mais également Djenfar Bassar va continuer ses aménagements au niveau de la place de la Nation qui se situe à la place de l'Indépendance. Une réunion qui a duré un peu plus de 2 heures et présidée par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. C'est ce qu'on peut retenir, Cheikh Tidiane Diao, essentiellement de ce qui est sorti ici à la primature. Voilà, merci Dissa Préra. Nous allons vous retrouver dans nos prochaines éditions pour plus de détails. Je vous le disais en sommaire, en exclusivité sur la TFM, le sous-préfet des Almadies, Abdoul Wahab Tchoun et Nomba réagit aux différends qui opposent le maire de Mermoz Sacré-Cœur à l'association des riverains du quartier autour d'un terrain. L'autorité administrative qui brandit des documents récuse les accusations de Barthélémy Diaz qui, selon lui, n'a pas le droit de construire un centre commercial sur ce terrain de sport. Il a rencontré nos reporters Chérifka et Mbaye Diaye. Après les attaques de Barthélémy Diaz contre sa personne dans l'affaire du terrain de Sacré-Cœur, le sous-préfet des Almadies livre sa part de vérité. C'est monsieur le maire de Mermoz Sacré-Cœur qui est venu ici dans mon bureau le 6 octobre 2015 en compagnie de ses partenaires pour me présenter son projet de centre commercial et de centre multifonctionnel événementiel.
voici les documents qu'il m'a présentés. Il m'a présenté une délibération. Je m'excuse d'abord, on commence par le titre foncier. Il m'a présenté un titre foncier qui est propriété de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Ensuite, la délibération du conseil municipal. Et ensuite, le bail qui le lie à la société 37.5. Ils m'ont ensuite projeté sur ordinateur le centre commercial et le centre événementiel, la maquette. Moi, j'ai dit que je n'ai pas pour le moment, sur la base de ces informations, je n'ai pas d'objection. Bon, ils sont partis. Ça, c'était le 6 octobre. Un mois plus tard, l'association est passée me voir. L'association des résidents de Sacré-Cœur 3, phase 4, pour me dire qu'ils contestent le projet du maire. Je leur ai dit sur la base de quoi? Parce que le maire m'a présenté des documents vérifiables. Ils m'ont dit qu'il y a un passé. Parce que le terrain là, c'était un terrain de la SICAP. La SICAP a cédé ce terrain aux francs symboliques à la commune de Mermoz Sacré-Cœur dans les années 2003. La maire qui était en poste avait une première fois tenté d'ériger des cantines. Ils se sont opposés, les cantines ont été démolies. Et l'inspection générale d'État a produit un rapport. J'ai dit que je ne peux pas prendre en compte cette version tant que des documents fiables ne me seront pas fournis. Jusqu'à ce niveau, je suis en phase avec M. le maire pour m'avoir présenté des documents. Donc c'est quelque temps après que les membres de l'association sont revenus, je m'excuse, sont revenus avec des documents, lesquels je peux vous les mettre à votre disposition. Ça d'abord c'est le récépissé de reconnaissance de leur association, avec les plans du terrain en question. Ça c'est toute une documentation qu'ils ont échangée avec la SICAP, leur avocat et tout. Ça, c'est le rapport. Nous parlons de toute autre chose avec la réduction du mandat présidentiel. L'Union nationale pour le peuple dirigée par Maître Souleymane Ndéné Ndiaye va voter non au référendum. Il est pour le respect de la Constitution et le maintien du mandat de 7 ans. Maître Souleymane Ndéné Ndiaye soutient que les 15 points de la révision constitutionnelle prêtent à confusion. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Adi Atala. Je voterai non au référendum pour la bonne et simple raison d'abord qu'il y a un mélange de beaucoup de choses dans les 15 textes que propose le président de la République, qui s'était engagé à réduire la durée de son mandat actuel ou en cours. Je pense que c'est la Constitution qui oblige le président de la République à saisir le peuple par référendum en ce qui concerne la réduction de son mandat. Le mandat pour lequel il a été élu est de 7 ans. Et avant son élection, il s'était engagé à réduire le 10 mandats. Donc il est obligé de solliciter le peuple par référendum. Et c'est le même texte qui l'oblige à saisir le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil constitutionnel pour recueillir leur avis. Ils n'ont que des avis à donner. Souleymane Ndéné Ndiaye, des propos recueillis par Adi Atala. Les usagers des centres d'état civil et de santé devront prendre leur mal en patience. En effet, les négociations entre le ministre des collectivités locales et la FGTS n'ont rien donné. La Fédération générale des travailleurs du Sénégal va saisir sa base pour voir la suite à donner à leur grève. Maïmouna Ndiaye, Diafaraba, pour plus de détails. Plus de 4 heures d'horloge de négociation et à la suite, rien de concret. Le ministre des collectivités locales, le Haut Conseil du dialogue social et les syndicalistes de la FGTS se sont quittés sans trouver d'accord à leurs 4 points de revendication. La position de principe en termes de démarche, c'est de laisser effectivement l'intersyndicale retrouver sa base pour que cette base-là puisse disposer au moins de la primauté de l'information, avant que nous, en tant que gouvernement, qu'on puisse à leur suite faire effectivement une communication.
Je crois que c'est cette discipline-là qu'il faut donc adopter. La grève de 96 heures se poursuit donc. Sidya Ndiaye donne ses camarades rendez-vous ce vendredi pour un autre rassemblement. Mais nous sommes en grève jusqu'à vendredi. Donc elle est maintenue. Donc l'Assemblée générale de vendredi va délivrer, en tout cas au travers le message. Et les discussions ont porté sur les... Comme ils l'ont dit, nous avons bien discuté. Mais c'est l'Assemblée générale. Nous avons un mandat. Nous avons l'obligation d'aller à la base. Ça, c'est clair. Mais nous sommes en grève. Les journalistes venus faire le pied de grue dans tout ça, hélas, aucune information n'est ressortie. La préoccupation reste la même, comme pour dire tout ça pour rien. Maïmouna Ndiaye, un nouveau front unitaire des syndicats de l'enseignement voit le jour. Il regroupe le grand cadre et l'union syndicale pour une éducation de qualité, une union des forces pour poursuivre le combat relatif à l'application du protocole d'accord signé avec le gouvernement en février 2014. Le front tend la main aux autres centrales syndicales de l'administration publique. Compte rendu de leur conférence de presse signée Aminata Mbaresso et Modou Diop. Autour de cette table, des membres de la nouvelle coalition syndicale des enseignants, Abdou Fati du Grand Cadre, Amadou Diaouni du Sud-Est, entre autres, unissent leurs forces, un nouveau front unitaire pour une régularisation des accords signés depuis février 2014. Nous avons décidé cette année que vraiment, il ne faut pas aller en ordre dispersé, comme par le passé. Il faut constituer un grand front, un front solide au niveau du secteur de l'éducation pour amener le gouvernement à vraiment s'engager dans le respect strict de ce qu'il a convenu avec nous. Une union des syndicats de l'enseignement après l'éclatement du Grand Cadre, des initiateurs du Front unitaire disent avoir tiré les leçons du passé. Si chacun d'entre nous est conscient des erreurs qui ont fait que l'année dernière les choses n'ont pas abouti, on est encore au point de départ, les choses sont relativement en l'état, c'est parce que les choses sont faites de façon dispersée ou bien se sont mal terminées. Et maintenant, je pense qu'en conscient, en mettant ensemble nos forces dans le cadre de ce front-là, qui, encore une fois, reste ouvert. Aujourd'hui, c'est le grand cadre des syndicats de l'enseignement dirigé par le camarade Fati et l'USEC qui constitue le noyau de ce front, mais nous sommes en discussion avec d'autres pour l'élargir à l'ensemble des intersyndicats qui existent. De la marche à la grève, le Front unitaire des syndicats de l'enseignement veut du concret. Dans ce combat, le SAES et les autres syndicats de l'administration publique sont également invités. Direction Saint-Louis, à présent, l'UGB, le mot d'ordre de grève du SAES a été respecté. En plus des revendications non satisfaites au niveau national, les enseignants de Sanard dénoncent également l'insuffisance du budget, le nombre pléthorique d'étudiants dans les chambres, entre autres. Là-dessus, je vous propose de suivre les explications de David Célestin Faye, secrétaire général du SAES. Il est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Seck. Les problèmes de l'UGB, en fait, ce sont des problèmes qui durent depuis longtemps. C'est des problèmes d'abord de capacité d'accueil, puisque, comme vous le savez, les ministres de l'enseignement supérieur ont orienté de façon unilatérale 3000 bacheliers en 2013. Et depuis cette année-là, donc l'UGB est complètement déstructuré, puisque, comme vous le savez, c'est les ministres aujourd'hui qui sélectionnent, orientent et inscrivent les bacheliers dans les universités sénégalaises. Cela n'a aucun sens. Le ministre des Sports, est-ce qu'il peut réellement sélectionner, classer les joueurs sur le terrain de l'équipe de football? Les Sénégalais me diront que ça n'a aucun sens. Et bien sûr, ça n'a aucun sens pour nous universitaires que le ministre, qui est un homme politique, puisse s'occuper des questions pédagogiques. Et donc, depuis que le ministre permet de s'occuper des questions pédagogiques, on est dans ces difficultés-là. Les étudiants, vous l'avez suivi hier, ils sont en mouvement. Et puisque les conditions de vie sont déplorables dans le campus, ils sont à 10-13 dans les chambres. Il y en a qui dorment dans des mosquées, dans des couloirs, voire même dans des amphithéâtres. Alors, à cela s'ajoute le manque d'eau, puisque le réseau était prévu pour beaucoup moins que cela en termes de capacité, et les difficultés sont là. Autre difficulté, c'est au niveau pédagogique, les UFR n'ont pas les moyens de fonctionner, puisque le budget de l'université est largement insuffisant. Budget largement insuffisant qui ne permet pas de payer les fournisseurs, largement insuffisant qui ne permet pas de payer les salaires. L'IFAN va-t-elle disparaître? Une question qui se pose au regard des révélations du SAES. Sidi Babacar Ndiaye et compagnie soutiennent qu'il y a des tentatives de faire disparaître cet institut. Eh bien, on dit ça après Raï Diafaraba nous en disent davantage dans ce reportage.
L'Institut fondamental de l'Afrique noire pourrait être détruit, ses collections rares déplacées. C'est une révélation du SAES. Selon Seydi Ababakar Ndiaye, il y a des personnes tapies dans l'ombre qui veulent faire disparaître ce joyau culturel du Sénégal. Sur l'IFAN, comme vous le savez, il existe des velléités de détruire cette structure au moment où l'on se souvient justement de Cheikh Anta Diop. Cette tentative de destruction donc, de l'IFAN date déjà de l'avant-CNAES, c'est-à-dire avant, donc quand on a sorti le pré-rapport de la CNAES, il était déjà question de détruire, disons, l'IFAN pour en faire une sorte de, soi-disant, centre ou institut d'études africaines ou des choses de ce style. Mais nous savons très bien qu'en dessous de tout ça, il y a des velléités de détournement des collections rares et uniques de l'IFAN pour les amener au futur musée des arts africains, ou bien le grand musée, je ne connais même plus le nom, mais en tout cas qu'on veut mettre en place. L'IFAN n'est pas seul dans ses difficultés. L'école polytechnique de Thiès aussi vit des turbulences. Les raisons, la remilitarisation de la direction de l'établissement. Cela 24 ans après le départ des hommes en tenue. Toujours selon le secrétaire général du SAES, les professeurs d'université ne font pas bon ménage avec les militaires. Seydi Ababakar Ndiaye alerte l'opinion. C'était à propos de l'école polytechnique de Thiès, communément appelée le PT. Donc le Bureau national RH rejette le projet de remilitarisation de ce prestigieux établissement. Actuellement, il est question de remilitariser cette école-là. Tout le monde sait qu'un universitaire, il a la liberté de penser. Il y a les libertés académiques. Et tout le monde sait également qu'un militaire, il obéit aux ordres. Donc il est évident que cette cohabitation-là va être difficile, sinon impossible. Et le Ben élargi l'a rejeté proprement. 30 ans après la mort de Cheikh Anta Diop, l'un de ses plus grands héritages menacé de disparition, le SAES entend se battre pour préserver l'IFAN, témoin de l'histoire universitaire. Nous restons dans le domaine de l'enseignement avec le ministre de l'Éducation nationale qui annonce une vingtaine de collèges, une dizaine d'écoles élémentaires en Casamance. Cela rentre dans le cadre du projet d'amélioration de l'éducation de base dans cette partie sud du pays. Serigne Mbaye Thiam est en tournée dans la zone. Je propose d'écouter des propos recueillis par Boubacar Diassi. Cette visite, nous l'avons effectuée suivant les instructions du chef de l'État, qui au niveau de l'instance la plus solennelle de la République, la plus haute, s'est fait l'écho des populations des villages de la bande frontalière qui manquent certains services sociaux de base et des infrastructures de base. Rien que pour l'année 2016, pour la région de Ziguinchor, il y a 43 salles de classe qui ont été alloués du point de vue du budget d'investissement, dont les 36 pour le département de Bignona, sans compter les salles de classe de 2012, de 2013, de 2014 et de 2015. À cela s'ajoute un certain nombre de programmes que nous avons au niveau national. J'ai parlé du PAEPCA, le projet d'amélioration de l'éducation de base en Casamance. Projet que nous avons en coopération avec l'Agence française de développement et qui va permettre la construction de 22 collèges et de 8 écoles élémentaires dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou. Le français, une langue qui évolue, retenez que 2400 mots d'ici peu vont changer d'orthographe. Une évolution qui ne plaît pas à tout le monde, de l'avis du professeur à l'Institut français de Dakar qui a rencontré nos reporters Aïssatou Païfal et Younous Diatta. L'élément qui n'est pas en place, nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Alors on fait signe qu'il est bel et bien en place. Reportage d'Aïssatou Païfal, Tierno Laurent Mendy. Dorénavant, oignon va s'écrire ainsi. Le i saute, de même que les traits d'union dans certains mots composés comme porte-monnaie. Que de bouleversements pour la langue de Molière. Des changements qui à coup sûr vont entraîner des contraintes. Professeur, qu'en pensez-vous? On est du point de vue de ceux qui s'intéressent à l'étymologie, il est clair qu'il y aura une résistance par rapport à cette modification, sachant que certains accents
du point de vue étymologique, reflète l'histoire de l'évolution du mot. Je donne comme exemple hôpital. Quand on voit l'accent circonflexe, c'est la trace d'un S que l'on retrouve dans hospitalier. Moult commentaires, la réforme datant de 1990 va bientôt être mise en pratique. Mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Il y a un contexte actuel qui pousse les autorités à vouloir l'appliquer dans le cadre des réformes concernant l'éducation nationale en France. Nous constatons tous, que ce soit en France ou ici, que le niveau en orthographe des élèves est en forte baisse, pour ne pas dire que ça devient vraiment inexistant. Professeur en langue romane, il plaide pour un changement si cela s'avère utile. Cependant, changer peut créer également des problèmes, parce qu'il faut que les gens s'habituent, parce que les gens sont déjà habitués à parler d'une certaine manière. Là, il faudra trouver le moyen de permettre aux gens également de s'adapter à la nouvelle décision. Et si nous écrivions tête sans accent circonflexe, le jeune sans accent circonflexe, le sens des mots ne changerait-il pas? Serait-ce des fautes en grammaire ou les deux écritures vont-elles se valoir? Et c'est au Païfal. Merci. Nous parlons santé à présent avec le plaidoyer de Cœur Solidaire pour une meilleure prise en charge des malades du cœur. L'association Face à la presse ce matin demande aux autorités de s'impliquer davantage pour amortir le coût. Au Sénégal, le nombre de patients malades du cœur s'élève aux alentours de 5000. On écoute Abdou Karim Ndiaye, membre de l'association, au micro de Fatou Kinedem. L'accès reste difficile par rapport au coût des actes chirurgicaux. Ça tourne autour de 3 millions, je peux dire. Vu que pour opérer un malade du cœur, il y a 3 phases. Pré-opératoire, l'opératoire et la suivi. On a pas mal de décès après opération par manque de moyens pour suivre vraiment les soins après. Aujourd'hui, on en compte au niveau national, estimons 5000 cas de cardiopathie. Les maladies du cœur coûteuses et douloureuses. Eh bien, TFM est allé à la rencontre de 2 jeunes filles qui en souffrent. Nyanya Thiam et Fatoumata Sall supportent difficilement à tel point que pour l'une d'elles, l'école est complètement passée au second plan. Reportage signé Fatou Kinedem et Tierno Laurent Mendy. Nyanya Thiam, 13 ans, Fatoumata Sall, 17 ans, 2 cardiopathes. Cette maladie, toute une souffrance pour ces 2 jeunes filles. Je participais à une randonnée pédestre et je suis tombée. Le lendemain, ma mère m'a amenée à l'hôpital où on a confirmé ma maladie. Il m'arrive d'avoir des palpitations. Mes problèmes cardiaques ont débuté à l'âge de 7 ans. La nuit, j'ai du mal à dormir. Vous savez, j'ai même des problèmes pour manger. Et quand je respire, je le fais difficilement. Nyanya Thiam s'accroche et étudie toujours. Contrairement à Fatoumata Sall, sa maladie a tout gâché. Vous savez, j'ai eu beaucoup de difficultés. Quand je me rendais à l'école, j'avais même du mal à marcher. Je m'absentais souvent. Finalement, j'ai abandonné l'école. Heureusement que j'étudie. La prise en charge n'est pas des meilleures pour elle. Un coût excessif pour une maigre bourse. Mes parents n'ont pas beaucoup de moyens. Mon père a du mal à joindre les 2 bouts. C'est parfois ma mère qui se débrouille pour me soigner. C'est difficile pour moi. Mon père est à la retraite. Ma mère est une vendeuse de cacahuètes. Un cri du cœur à l'endroit de l'autorité de tutelle et les bonnes volontés. Je demande de l'aide à tout le monde pour une meilleure prise en charge.
bientôt l'assurance maladie dans les entreprises qui va devenir obligatoire. C'est une déclaration du conseil technique du ministre du Travail. Alpha Ndiaye soutient qu'il sera mis en place un système d'information unifié pour améliorer les dispositifs de l'assurance maladie qui, selon lui, est désuet. Le conseil technique du ministre du Travail a présidé ce mardi un atelier sur l'assurance maladie dans les entreprises. Ces propos sont recueillis par Adi Atala. Cet atelier rentre dans le cadre global de la réforme du système de l'assurance maladie obligatoire. L'assurance maladie obligatoire, c'est le dispositif qui a été mis en place pour couvrir sur le plan santé donc les travailleurs du secteur formel. Donc, c'est comme vous le savez, le dispositif au Sénégal n'est pas comme celui en France qui est basé sur une structure centralisée avec une caisse nationale d'assurance maladie. Mais au Sénégal, c'est des systèmes décentralisés au niveau des entreprises qu'on appelle les IPM, institutions de prévoyance maladie. Voilà, donc c'est dans le cadre de la réforme de ces institutions que le ministère du Travail donc, a décidé de mettre en place un système d'information unifié de ce système d'assurance maladie obligatoire. Je vous l'annonçais en sommaire, le Mardi Gras célébré comme il se doit dans les établissements préscolaires au Sénégal. C'est le cas à la maternelle de la Croix-Rouge du Point E où les mômes se sont déguisés en super-héros aux tenues traditionnelles. Un reportage signé Nafissa Toussila et Moudou Diop. Policier. Toi, tu es déguisé en quoi? Toi, tu es déguisé en quoi? Militaire. Toi, tu es déguisé en quoi? Et toi? Je suis de man. Je suis déguisé en Iron Man. En crayon. Toi, tu es déguisé en quoi? En papillon. En abeille. Autant de déguisements qui font plaisir aux enfants et aux maîtresses en ce jour de Mardi Gras. De la poussinière à la grande section, tout le monde est déguisé. On n'exige pas de tenue spéciale. Chacun déguise son enfant comme il veut ou bien l'enfant choisit son déguisement. Et comme vous les voyez, ils sont là. Vous êtes joyeux? Oui. Ici, c'est la maternelle de la Croix-Rouge du Point E. Les élèves s'adonnent d'abord à la pose photo. C'est le début de la journée et le programme est bien chargé avec un menu bien défini. Les enfants se déguisent, chantent, dansent, se gavent et la fête se termine par un carnaval dans toutes les rues du Point E. D'habitude, il y a les clowns qui viennent danser avec les enfants, des danseurs qui se déguisent. Il y a aussi les jongleurs, les clowns jongleurs cette année. Pour cette édition, les parents n'ont pas lésiné sur les moyens pour des tenues particulières et eux-mêmes s'impliquent dans la manifestation à travers l'association des parents d'élèves. On participe beaucoup aux fêtes, aux organisations et tout ce qui concerne l'école et les fêtes. Donc les parents s'investissent beaucoup. On est là, on est en partenariat avec tout le monde. C'est les parents qui font le service, c'est les parents qui font les courses, c'est les parents qui achètent tout ce qu'il faut. Le Mardi Gras ouvre la période pascale, jour de joie et d'abondance, mais aussi occasion des carnavals. Cette année, dans ce préscolaire, les déguisements traditionnels ont été au rendez-vous. L'actualité internationale nous mène tour à tour en Allemagne, en Libye, en Afrique du Sud, en Algérie, mais d'abord la Guinée, où l'on a observé une journée sans presse en mémoire d'un journaliste tué dans des heurts entre militants de l'Union des Frères démocratiques de la Guinée. Un récit signé Daniel Diouf. Journée sans presse en Guinée, à l'appel de 5 associations de professionnels des médias. La journée fait suite à la marche de centaines de personnes hier à Conakry, en mémoire d'un journaliste tué dans des heurts politiques la semaine dernière. Des heurts liés à l'exclusion d'Amadou Riba, le vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, de Cellou Dalein Diallo. Le président sud-africain Jacob Zuma joue très gros. La Cour constitutionnelle se penche sur ce qu'on appelle en Afrique du Sud le scandale Kandla, dans lequel le chef de l'État est soupçonné d'avoir utilisé 15 millions d'euros d'argent public pour rénover sa résidence privée. L'affaire empoisonne la vie politique du pays depuis plusieurs années.
Abdelaziz Bouteflika ne pourra pas être président à vie, dans les textes du moins. Le Parlement algérien a adopté un projet de révision de la Constitution. Il prévoit l'élargissement des pouvoirs du Parlement ainsi que le rétablissement de la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. L'actuel chef de l'État âgé de 78 ans pourra tout de même terminer son 4e quinquennat et briguer un 5e s'il le souhaite. Mais il ne pourra pas prétendre à une présidence à vie puisque l'application de cette révision ne s'appliquera qu'aux prochaines élections en 2019. Le texte interdit aussi aux binationaux l'accès à de hauts postes de la fonction publique. Le procès de Sadi Kadhafi ajourné, une annonce du ministère libyen de la Justice. C'est la 2e chambre d'accusation de la Cour d'appel de Tripoli qui a reporté l'examen de l'affaire au 13 mars prochain. Selon un communiqué ministériel, c'est l'équipe de la défense du président Muammar Kadhafi qui a demandé le report pour mieux préparer sa plaidoirie. Les chefs d'accusation dirigés contre lui incluent les délits et crimes relatifs à la séquestration, le viol, l'abus de pouvoir, le financement de groupes armés, entre autres. Enfin, au moins 8 personnes mortes et environ 150 autres blessés, dont 10 grièvement, lorsque 2 trains de voyageurs sont entrés en collision en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, ce mardi, selon un bilan provisoire dressé par les sauveteurs. Les 2 trains se sont percutés frontalement, a indiqué un porte-parole de la police. En mot de football, avant de refermer cette édition Génération Foot qui dispute son premier match de Coupe d'Afrique, ce sera ce dimanche face à Nasawara United à Abuja au Nigeria. Une découverte pour le tenant du titre de la Coupe du Sénégal qui espère une participation honorable. Cher Sadibou Diarra Morharma. L'Académie Génération Foot ne veut pas faire de la figuration en Afrique. Pour sa première campagne africaine, elle a l'ambition de passer au moins le premier tour. On avait dit qu'on prenait match par match. Et aujourd'hui aussi, ça ne va pas nous empêcher aussi d'avoir des ambitions. Les ambitions, c'est quoi? C'est au moins passer le premier tour, gagner au moins un match. Voilà l'objectif de cette année. Et nous allons représenter le Sénégal dignement. La confiance règne au sein de l'équipe en dépit de la jeunesse des joueurs. À part 2 éléments, le groupe est au complet. L'ambiance a été toujours comme elle est. On prépare le match comme les autres, même si c'est une coupe qui nous est... c'est un match qu'on prépare comme les autres. Bon, même si c'est une coupe qu'on vient de découvrir, bon, on y va pour jouer pleinement nos chances. Je ne pense pas qu'il y a la pression là. Sur l'adversaire, Nasawara United du Nigeria, les académiciens disposent de peu d'informations malgré une mission de prospection à Abuja. L'essentiel pour eux, c'est d'imposer leur jeu. Tout ce que nous savons, c'est le Nigeria, une équipe africaine qui a fait des performances en Afrique. Et dans cette équipe aussi nationale, il y a un joueur de Nasawara. C'est tout ce que nous savons. Nous allons tout faire pour ne pas être ridicules, pour représenter le Sénégal dignement, parce que nous avons les armes pour le faire. On s'est bien préparé. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est nous allons faire notre déclaration après les 2 confrontations. L'équipe de Génération Foot va rallier Abuja dans la nuit du jeudi au vendredi. Sa rencontre face à Nasawara United se tient ce dimanche à 16h. Merci à vous, Papa Abdoulaye, cher Sadibou Diarra et Mor Kharma. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais en attendant, on vous laisse avec Chérif très bien.